Elle l'a dit au moment du dessert, j'aurais aimé que tu ne sois jamais né. Tout le monde a ri, sauf moi. J'ai reposé ma fourchette, lentement. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai souri. Puis, j'ai prononcé ma seule réplique. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Elle ne m'a plus jamais adressé la parole. Je suis sorti. J'avais 32 ans, et j'étais assise à la table de la salle à manger de ma mère, pour ce qui allait être, sans que je le sache, la dernière fois pendant des années. Laissez-moi revenir en arrière. Je m'appelle Catherine, et je suis la cadette d'une fratrie de 3 filles. Ma sœur aînée, Jessica, a toujours été l'enfant chéri. C'est une avocate à succès, mariée à un médecin nommé Robert, avec 2 enfants parfaits et une maison en banlieue qui semble tout droit sortie d'un magazine. Ma sœur Benjamine, Amanda, est la petite dernière, la créative à qui mes parents pardonnent tout, bien qu'elle ait 28 ans et vive encore dans leur sous-sol tout en poursuivant sa carrière artistique. Et puis, il y a moi. Je suis professeur d'anglais au lycée, divorcé, sans enfant, et je vis dans un modeste appartement à l'autre bout de la ville. Je ne suis pas en échec selon les normes habituelles, mais dans ma famille, je me suis toujours senti invisible. La cadette oubliée qui n'a jamais vraiment été à la hauteur des réussites de Jessica ou de l'âme d'artiste d'Amanda. Le dîner était censé célébrer la dernière promotion de Jessica au rang d'associée principale dans son cabinet d'avocat. Maman avait mis les petits plats dans les grands, sa plus belle porcelaine, des lasagnes maison, tout le tralala. Papa rayonnait de fierté pendant que Jessica nous régalait d'histoires sur ses victoires au tribunal et sur la nouvelle BMW qu'elle envisageait d'acheter. Amanda montrait ses dernières peintures sur son téléphone, et tout le monde s'extasiait sur sa perspective unique et son talent brut. Pendant ce temps, j'ai mentionné qu'une de mes élèves avait remporté un concours d'écriture régionale, pour lequel je l'avais aidé à se préparer, et ma remarque a à peine mérité un hochement de tête poli de leur part. Ce n'était rien de nouveau. J'avais pris l'habitude d'être la pensée après coup, la personne fiable qui se présentait à chaque réunion de famille, apportait des cadeaux attentionnés, se souvenait des anniversaires et écoutait les problèmes de tout le monde sans se plaindre. J'étais la gardienne désignée de l'harmonie familiale, toujours à aplanir les conflits et à m'assurer que chacun se sente écouté et valorisé. Sauf que je ne me sentais jamais écouté ou valorisé moi-même. La conversation au dîner a suivi son cours habituel. Jessica a parlé de son travail, du nouveau poste de son mari Marc à l'hôpital, de l'admission de leur fille Emma dans un programme pour surdoués, et des exploits de leur fils Tyler au football. Amanda a discuté de son dernier projet créatif, une série de peintures abstraites sur l'intersection du traumatisme et de la guérison, qu'elle espérait exposer dans une galerie locale. Quand la conversation s'est brièvement tournée vers moi, j'ai mentionné que j'envisageais de reprendre mes études pour obtenir un master en administration de l'éducation, peut-être pour évoluer vers un rôle de direction à terme. « Oh, c'est bien, ma chérie », a dit maman d'un air distrait, se tournant déjà vers Jessica. « Jess, raconte-nous en plus sur cette affaire que tu as gagnée la semaine dernière. » J'ai senti la piqûre familière du rejet, mais je l'ai refoulée, comme toujours. J'avais appris il y a longtemps à ne pas attendre trop d'attention ou de louanges de ma famille. Je me disais que ça n'avait pas d'importance, que j'étais sûr de ma propre valeur et que je n'avais pas besoin de leur validation. Mais ensuite est venu le dessert. Maman avait fait son fameux gâteau au chocolat, le même qu'elle préparait pour les grandes occasions depuis notre enfance, et elle en a servi de généreuse part à tout le monde. La conversation a dévié sur les souvenirs d'enfance. Jessica et Amanda riaient d'une farce qu'elles avaient faite à l'adolescence, une histoire que j'avais entendue une douzaine de fois. Tu te souviens quand on a convaincu Catherine qu'elle était adoptée? A gloussé Amanda, en prenant une grosse bouchée de gâteau. Tout le monde a ri, sauf moi. Je me souvenais trop bien de cette blague. J'avais 12 ans, je traversais une phase difficile, je me sentais mal dans ma peau et pas à ma place. Mes sœurs avaient passé des semaines à laisser entendre que j'étais adopté, soulignant à quel point j'étais différente d'elles, comment mes intérêts différaient, comment je ne cadrais pas vraiment avec la famille. Cela m'avait dévasté à l'époque. J'ai pleuré pendant des semaines pour m'endormir, me demandant si c'était vrai, me sentant encore plus exclu que je ne l'étais déjà. Quand j'ai finalement trouvé le courage de demander à nos parents, ils avaient écarté la chose d'un rire, comme une taquinerie fraternelle inoffensive. Personne ne semblait comprendre à quel point cela m'avait profondément blessé. C'était si méchant de votre part, les filles, a dit maman maintenant. Elle souriait en le disant. Pauvre Catherine, elle était si bouleversée. Elle était tellement crédule, a ajouté Jessica, en secouant la tête.
Elle nous a vraiment cru pendant des mois. C'était un amusement sans conséquence, a renchéri papa. Les enfants sont des enfants. J'ai forcé un sourire et pris une bouchée de gâteau, même s'il avait un goût de carton dans ma bouche. C'était toujours comme ça. Ma douleur était minimisée, rejetée comme une réaction excessive ou une hypersensibilité. On attendait de moi que je rie aux blagues à mes dépens, que je sois la bonne joueuse qui pouvait tout encaisser avec le sourire. La conversation a continué, d'autres histoires d'enfance, d'autres rires à mes dépens. La fois où elles m'ont convaincu que si je faisais une certaine grimace, mon visage resterait figé comme ça. La fois où elles m'ont dit que le camion de glace ne jouait de la musique que lorsqu'il n'avait plus de glace. La fois où elles avaient caché toutes mes peluches et m'avaient dit qu'elles s'étaient enfuies parce que je ne prenais pas assez bien soin d'elles. Chaque histoire était racontée avec un amusement affectueux, comme s'il s'agissait de précieux souvenirs de famille plutôt que d'un schéma systématique de tourments psychologiques qui avait façonné mon enfance et mon estime de moi. J'étais assise là, ma fourchette se déplaçant mécaniquement de l'assiette à la bouche, me sentant de plus en plus petite à chaque anecdote. C'était ma famille. C'étaient les personnes qui étaient censées m'aimer et me soutenir inconditionnellement, et pourtant, elles semblaient prendre un réel plaisir à raconter toutes les façons dont elles m'avaient rendue malheureuse dans mon enfance. Puis Amanda l'a dit. Elle riait particulièrement fort d'une histoire où elle m'avait convaincu, à 7 ans, que je ne pouvais parler que le week-end, ce qui m'avait amené à rester complètement silencieuse à l'école pendant 3 jours avant que mon enseignante n'appelle à la maison, inquiète. Puis, elle m'a soudainement regardé avec cette expression que je connaissais si bien, celle qui signifiait qu'elle s'apprêtait à lâcher ce qu'elle pensait être une chute hilarante. Honnêtement, dit-elle en essuyant des larmes de rire, parfois, j'aurais aimé que tu ne sois jamais né. Notre enfance aurait été tellement plus amusante sans que tu sois une telle rabat-joie tout le temps. La pièce a éclaté de rire. Papa a failli s'étouffer avec son gâteau. Maman gloussait derrière sa serviette. Jessica tapait sur la table. Mais moi, je ne riais pas. J'ai reposé ma fourchette, lentement, le tintement du métal contre la porcelaine semblant anormalement fort au milieu de leur hilarité. Mon cœur s'emballait, battant si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Mais j'ai souri. J'ai souri du sourire le plus calme, le plus serein que j'ai jamais réussi à afficher de ma vie. Les rires résonnaient encore autour de la table alors que je regardais Amanda droit dans les yeux, puis que mon regard balayait chacun de leurs visages, papa qui riait encore, maman qui s'essuyait les yeux, Jessica qui arborait un large sourire. C'est alors que j'ai prononcé ma seule réplique. Eh bien, Amanda, le sentiment est réciproque. La seule différence, c'est que moi, j'ai le pouvoir de réaliser ce souhait. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Les rires se sont tus comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Les fourchettes se sont immobilisées. Les respirations semblaient suspendues. Le seul son était le doux tic-tac de l'horloge du grand-père dans le couloir. Je pouvais voir la confusion se répandre sur leurs visages alors qu'ils intégraient ce que je venais de dire. La blague était sur moi, comme toujours, alors pourquoi est-ce que je ne riais pas avec eux ? Pourquoi est-ce que je ne déviais pas avec un humour autodérisoire ou ne changeais pas de sujet comme je le faisais toujours ? Je me suis levé lentement, ma chaise raclant contre le parquet. J'ai plié soigneusement ma serviette et l'ai posée à côté de ma part de gâteau à moitié mangée. Merci pour le dîner, maman. C'était instructif. J'ai pris mon sac à main et me suis dirigé vers la porte d'entrée, mes talons claquant régulièrement sur le sol. Derrière moi, j'ai entendu quelqu'un appeler mon nom. Je crois que c'était papa, mais je ne me suis pas retourné. Je suis sorti, refermant doucement la porte derrière moi, et j'ai roulé jusqu'à la maison dans un silence complet. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon appartement avec une tasse de thé et j'ai vraiment réfléchi à ce qui s'était passé. Pour la première fois de ma vie, je m'étais défendu. J'avais refusé d'être le punching ball de la famille, le paillasson fiable qui absorbait la cruauté de tout le monde avec un sourire. Et la sensation était incroyable. Mais je savais aussi que ce n'était que le début. Si j'étais sérieuse à propos de ce que j'avais dit, sur le fait d'avoir le pouvoir de réaliser le souhait d'Amanda, alors je devais aller jusqu'au bout. Je devais réellement me retirer de leur vie d'une manière qui leur ferait comprendre ce qu'ils avaient perdu. Le lendemain matin, j'ai commencé à planifier. D'abord, je me suis déclaré malade au travail et j'ai passé la journée à rechercher des opportunités d'emploi dans d'autres villes. J'envisageais de changer de toute façon, et le moment semblait parfait. En une semaine, j'avais postulé pour des postes d'enseignante à Seattle, Portland et Denver,
des villes suffisamment éloignées pour rendre les visites occasionnelles impossibles. En attendant des réponses, j'ai commencé le processus de retrait systématique de la vie de ma famille. J'ai changé mon numéro de téléphone sans leur donner le nouveau. J'ai désactivé mon compte Facebook. J'ai cessé de répondre aux emails. Quand Jessica a appelé l'école pour me chercher, j'ai demandé à la secrétaire de lui dire que je n'étais pas disponible. Quand maman s'est présentée à mon appartement, je n'ai tout simplement pas ouvert la porte. 3 semaines après le dîner, j'ai reçu un appel du proviseur du lycée Roosevelt à Seattle. Il voulait me faire passer un entretien pour un poste de professeur de littérature anglaise avancée. Le salaire était meilleur que ce que je gagnais, et ils offraient une aide à la réinstallation. J'ai accepté le poste. J'ai donné un préavis de 4 semaines à mon école actuelle, leur disant qu'une opportunité que je ne pouvais pas refuser s'était présentée. Mes collègues m'ont organisé une petite fête de départ, et plusieurs élèves m'ont écrit de touchantes cartes de remerciement. C'était le genre d'adieu chaleureux que je n'avais jamais reçu de ma propre famille. J'ai engagé des déménageurs, fait suivre mon courrier à une boîte postale, et 6 semaines après ce dîner, j'étais parti. Mais je ne disparaissais pas seulement, je me transformais. À Seattle, je me suis jeté à corps perdu dans ma nouvelle vie avec une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai rejoint un groupe de randonnée et j'ai découvert que j'adorais le plein air. J'ai suivi un cours d'écriture créative et j'ai découvert que j'avais un vrai talent pour raconter des histoires. J'ai recommencé à sortir avec des gens, rencontrant des personnes qui appréciaient mon sens de l'humour discret et mon intérêt sincère pour les autres. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais entouré de gens qui me valorisaient. Mes nouveaux collègues respectaient mes méthodes d'enseignement et sollicitaient mes conseils. Mes élèves répondaient à ma passion pour la littérature avec un enthousiasme que j'avais rarement vu auparavant. Le groupe de randonnée m'a accueilli chaleureusement, et je me suis rapidement fait des amis qui appréciaient vraiment ma compagnie. J'ai commencé à réaliser à quel point une grande partie de ma personnalité avait été réprimée en essayant constamment de m'intégrer dans la dynamique de ma famille. Sans leur dénigrement constant et subtil, je me suis épanoui. J'ai lancé un blog sur l'enseignement de la littérature, qui a rapidement rassemblé une petite communauté de fidèles. Je me suis inscrite à un programme de master en ligne en direction d'établissements scolaires et j'ai commencé à travailler à temps partiel pour obtenir mon diplôme. Après 3 ans à Seattle, j'ai été promu proviseur adjointe, puis proviseur titulaire 2 ans plus tard. La transformation n'était pas seulement professionnelle, elle était profondément personnelle. Pour la première fois de ma vie, je découvrais qui j'étais vraiment quand je n'essayais pas constamment de gérer les émotions des autres ou de me faire plus petite pour éviter les conflits. J'ai réalisé que j'étais en fait drôle, pas d'une manière autodérisoire, mais avec un esprit véritablement vif. Mes amis randonneurs adoraient mes observations caustiques sur l'état des sentiers et les autres randonneurs. Mes collègues appréciaient ma capacité à trouver de l'humour dans le chaos des drames du lycée. Je n'avais jamais eu le droit d'être drôle à la maison, car l'humour était le territoire de Jessica et Amanda, et j'avais appris très tôt qu'essayer de rivaliser ne ferait que me réduire au silence. J'ai découvert que j'étais passionné par les questions de justice sociale. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un centre d'alphabétisation local, aidant les apprenants adultes à améliorer leurs compétences en lecture. J'ai organisé des collectes de fonds pour des fournitures scolaires dans des écoles défavorisées. J'ai rejoint une section locale d'enseignants pour l'équité éducative. Ce n'étaient pas des choses pour lesquelles j'avais eu le temps auparavant, quand chaque week-end était consommé par les obligations familiales et le fardeau émotionnel. Plus surprenant encore, j'ai découvert que j'étais en fait assez sociable. À la maison, on m'avait étiqueté comme la silencieuse, l'introvertie qui préférait les livres aux gens. Mais c'était un mécanisme de survie, une façon d'éviter d'attirer une attention qui pourrait se transformer en ridicule. À Seattle, entouré de gens qui m'écoutaient vraiment quand je parlais et qui appréciaient ce que j'avais à dire, je me suis épanoui en quelqu'un qui aimait sincèrement organiser des dîners, des sorties de groupe et nouer des amitiés profondes. Un soir, environ 18 mois après mon déménagement, j'organisais un dîner participatif pour mon groupe de randonnée quand quelqu'un a fait une blague sur ses propres drames familiaux. Le groupe a commencé à partager des histoires sur des parents difficiles, l'établissement de limites et les dysfonctionnements familiaux. Je me suis retrouvé à leur raconter ma situation, non pas pour obtenir de la sympathie, mais dans le cadre d'une conversation sincère entre égaux. « Attends » a dit Maria, l'une de mes compagnes de randonnée préférées. « Ils t'ont vraiment convaincu que tu étais adopté comme une forme de divertissement pendant des mois. » J'ai confirmé, j'avais 12 ans et je traversais cette phase difficile où l'on remet déjà tout en question sur soi-même. « Ce ne sont pas des taquineries amusantes »
a dit Tom en secouant la tête. C'est de la violence psychologique. Le mot m'a frappé comme un éclair. De la violence? Je n'y avais jamais pensé de cette façon. La violence physique, c'était les coups et les cris, n'est-ce pas? Mais alors que mes nouveaux amis parlaient de manipulation émotionnelle, de gaslighting et de dégradation systématique, j'ai commencé à voir mon enfance sous un autre angle. J'ai commencé à lire des livres sur les dynamiques familiales et la violence émotionnelle. J'ai appris ce qu'était le bouc émissaire, les enfants prodiges et les systèmes familiaux narcissiques. J'ai découvert des termes comme la parentification émotionnelle, qui décrivait parfaitement comment on attendait de moi que je gère les sentiments de tout le monde alors que les miens étaient ignorés. Plus je lisais, plus je devenais en colère. Pas la colère désespérée et impuissante que j'avais ressentie à cette table de dîner, mais une colère saine et juste qui a brûlé les derniers vestiges de culpabilité que j'avais portés pour avoir abandonné ma famille. Je ne les avais pas abandonnés. Je m'en étais échappé. Cette révélation a coïncidé avec des informations intéressantes que je recevais sur leur réaction à ma disparition. Grâce aux réseaux sociaux et à des connaissances communes, des nouvelles commençaient à me parvenir sur la façon dont mon absence les affectait. Ça a commencé modestement. Ma cousine Rachel a mentionné dans un commentaire Facebook désinvolte que les réunions de famille étaient bizarres maintenant. Une ancienne camarade de lycée m'a dit qu'elle avait croisé Jessica à l'épicerie, et que Jessica avait semblé vraiment stressée et n'arrêtait pas de lui demander si j'avais eu de mes nouvelles. Mais l'information la plus révélatrice est venue de Madame Patterson, ma voisine âgée de la maison de mon enfance. Elle avait toujours été gentille avec moi, et quand elle a vu mon nom sur une annonce de prix d'enseignement qui avait été partagée dans le journal local, quelqu'un de mon ancienne école m'avait nominé pour une distinction au niveau de l'État, elle a envoyé une lettre à mon école, qu'ils m'ont fait suivre. Catherine, ma chère, écrivait-elle, j'étais si fière de voir votre réussite dans le journal. J'ai toujours su que vous étiez spécial. J'espère que cela ne vous dérange pas que je vous contacte, mais je voulais que vous sachiez que votre pauvre mère demande à tout le monde dans le quartier si nous avons de vos nouvelles. Elle semble tout à fait désemparée par l'inquiétude. Je lui ai dit que j'essaierais de trouver un moyen de vous faire savoir qu'elle pense à vous. J'espère que vous allez bien où que vous soyez. J'ai fixé cette lettre pendant un long moment. Une partie de moi a ressenti une étincelle de l'ancienne culpabilité, la réponse conditionnée de mettre les sentiments de tout le monde avant les miens. Mais j'en avais assez appris sur les limites saines pour reconnaître que la détresse de ma mère n'était pas de ma responsabilité, surtout quand c'était la conséquence naturelle de ses propres choix. J'ai répondu à Madame Patterson, la remerciant pour ses mots aimables et lui demandant de faire savoir à ma mère que j'étais en sécurité et que j'allais bien, mais que j'avais besoin d'espace. J'ai été brève et n'ai pas expliqué les circonstances. Madame Patterson n'avait pas besoin d'être entraînée dans un drame familial. Mais l'email de Madame Patterson a ouvert les vannes de l'information. Au cours des mois suivants, elle m'a envoyé des mises à jour périodiques, pensant clairement qu'elle aidait à faciliter une sorte de réconciliation. Votre mère a commencé à voir un thérapeute, a-t-elle écrit dans un email. Elle l'a mentionné quand elle m'a demandé de garder un œil sur son jardin de fleurs pendant ses rendez-vous. J'ai vu votre père à la quincaillerie hier, disait une autre mise à jour. Il avait l'air plus vieux, fatigué en quelque sorte. Il m'a de nouveau demandé si j'avais eu de vos nouvelles. La mise à jour la plus intéressante est arrivée environ un an après mon départ. Je ne sais pas ce qui se passe avec vos sœurs, mais il semble y avoir une certaine tension. Votre mère a mentionné que Jessica et Amanda ont eu une grosse dispute au dîner de Pâques. Quelque chose à propos d'Amanda faisant un commentaire sur l'éducation des enfants de Jessica. Votre mère semblait très contrariée que vous ne soyez pas là pour aider à arranger les choses. Ah, voilà. Sans moi pour leur servir de cible commune et de médiatrice émotionnelle, mes sœurs se retournaient l'une contre l'autre. La dynamique familiale qui avait semblé si stable avec moi comme bouc émissaire désigné s'effondrait sans quelqu'un à blâmer et pour gérer leur conflit. Je me suis surprise à être curieuse des détails, mais pas émotionnellement investie dans le résultat. C'était comme regarder un feuilleton télévisé sur des gens que j'avais connus mais avec qui je ne me sentais plus connecté. Les mises à jour ont continué à arriver au compte-gouttes. Amanda avait apparemment eu une sorte de dépression et était retournée vivre à plein temps chez mes parents. Le mariage de Jessica était sous tension, Marc était apparemment frustré par le temps que Jessica passait à essayer de me retrouver et à gérer la crise familiale. Les vacances familiales annuelles avaient été annulées parce que ça ne semblait pas juste sans moi. Chaque information confirmait ce que j'avais soupçonné mais n'avais pas osé espérer, j'avais compté. Malgré le fait de m'être senti invisible et sans importance pendant la plus grande partie de ma vie,
mon absence créait un vide important. Il ressentait enfin la perte de tout le travail émotionnel que j'avais fourni, de toutes les façons dont j'avais maintenu leur dysfonctionnement par mon propre sacrifice. Mais l'information la plus satisfaisante est venue d'une source inattendue. Mon ancien collègue, Marc, pas le mari de Jessica, un autre Marc, avait gardé le contact avec moi après mon déménagement. Il enseignait au lycée de l'autre côté de la ville par rapport à là où je travaillais, et nos écoles collaboraient souvent sur des initiatives de district. Il m'a appelé un soir, en riant. « Catherine, tu ne vas pas le croire. J'étais à une réunion de district aujourd'hui, et ta sœur Jessica était là. Apparemment, elle est mariée à l'un des médecins qui conseille sur notre programme d'éducation à la santé. Bref, elle m'a coincé après et a commencé à me cuisiner pour savoir si je savais où tu étais. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien, évidemment. Mais voici la partie intéressante. Elle semblait presque désespérée. Elle n'arrêtait pas de dire que la famille n'était plus la même sans toi, qu'ils devaient te trouver pour arranger les choses. Elle a dit qu'ils avaient tout essayé pour te localiser mais qu'ils étaient dans une impasse puisque tu avais clairement fait un effort pour disparaître. Ils ont essayé de me retrouver? J'étais sincèrement choqué. Ça semble extrême. C'est ce que je pensais. Mais elle a continué à dire à quel point tu leur manquais, à quel point ils ne réalisaient pas à quel point tu étais importante pour la famille. Elle a même utilisé l'expression « la colle qui nous maintenait ensemble ». 2-3 j'ai eu envie de lui demander pourquoi il n'avait pas apprécié la colle quand il l'avait, mais j'ai réussi à me taire. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon bel appartement de Seattle, regardant les lumières de la ville, et j'ai ressenti un profond sentiment de justification. Jessica, la brillante, la confiante, l'enfant chéri Jessica, était désespérée par mon absence. Elle était allée à des réunions professionnelles et avait coincé mes anciens collègues. Elle m'avait décrite comme la colle qui maintenait la famille ensemble. 2-3 ce sont des mots que je n'avais jamais entendus quand j'étais réellement là, à les maintenir ensemble. L'ironie était presque trop parfaite. Pendant 32 ans, je m'étais plié en 4 pour gagner leur amour et leur reconnaissance. J'avais absorbé leur cruauté, géré leurs émotions et minimisé mes propres besoins au service de l'harmonie familiale. Et en retour, j'avais été traité comme une pensée après coup, un personnage secondaire dans leurs histoires plus importantes. Maintenant, en refusant de continuer à jouer ce rôle, j'étais enfin devenu le personnage principal, non seulement dans ma propre vie, mais aussi dans la leur. Il passait plus de temps et d'énergie à penser à moi maintenant qu'il ne l'avait jamais fait quand j'étais réellement présente. C'était la vengeance la plus élégante que j'aurais pu imaginer, leur faire réaliser ma valeur en la supprimant entièrement. Pendant ce temps, ma famille faisait face aux conséquences de mon absence. Je l'ai appris par ma tante Linda, la sœur de ma mère, qui avait toujours été gentille avec moi et qui avait réussi à retrouver mes nouvelles coordonnées. Elle m'a appelé environ 6 mois après mon déménagement. « Catherine, ma chérie, ta famille s'inquiète à mort pour toi. Ta mère pleure tous les jours. Elle est convaincue que quelque chose de terrible est arrivé. » Je vais bien, tante Linda. Mieux que bien, en fait. Mais pourquoi ne veux-tu pas leur parler? Ils essaient de te joindre depuis des mois. J'ai expliqué ce qui s'était passé au dîner et les années de mépris et de négligence émotionnelle qui avaient précédé ce moment. Tante Linda a écouté sans jugement. Je me suis toujours demandé s'ils te traitaient différemment, a-t-elle admis. Ta mère parle constamment de Jessica et d'Amanda, mais elle ne te mentionne presque jamais, sauf si je le demande directement. Ça a été toute ma vie, tante Linda. J'en avais marre d'être invisible. Elle est restée silencieuse un moment. Es-tu heureuse maintenant, ma puce? Plus heureuse que je ne l'ai jamais été. Alors je comprends pourquoi tu es partie. Mais ta mère. Elle a vraiment du mal avec ça. Elle aurait dû y penser avant de rire quand Amanda a dit qu'elle aurait souhaité que je ne sois jamais née. Au cours des années suivantes, j'ai reçu des nouvelles de tante Linda sur la façon dont mon absence affectait ma famille. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Au début, ils étaient juste confus et inquiets. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi j'avais réagi si fortement à ce qu'ils considéraient comme des taquineries familiales inoffensives. Maman continuait d'appeler mon ancien numéro, espérant que je le réactiverais. Jessica a engagé un détective privé pour s'assurer que j'allais bien. Mais au fur et à mesure que les mois se transformaient en années, quelque chose a changé. Ils ont commencé à réaliser à quel point j'avais réellement contribué à la dynamique familiale. J'avais été celle qui organisait les réunions de famille, se souvenait des anniversaires,
arbitrait les conflits entre mes sœurs et apportait un soutien émotionnel à tout le monde. Sans moi, les réunions de famille sont devenues gênantes et tendues. Jessica et Amanda, sans leur cible mutuelle, ont commencé à se retourner l'une contre l'autre. De vieux ressentiments ont refait surface. Amanda se sentait menacée par le succès de Jessica, tandis que Jessica en avait assez de l'incapacité d'Amanda à lancer sa carrière. Maman est devenue dépressive. Elle avait perdu non seulement une fille, mais la fille qui avait été la plus attentive à ses besoins émotionnels. J'avais été celle qui appelait régulièrement juste pour bavarder, qui se souvenait de ses fleurs préférées, qui écoutait patiemment ses soucis et ses plaintes. Papa a lutté avec la prise de conscience qu'il n'avait pas réussi à protéger l'un de ses enfants des autres. Il s'était toujours targué d'être un bon père, mais ma disparition l'a forcé à affronter les façons dont il avait permis à mes sœurs de mal me traiter. Ta mère veut écrire une lettre, m'a dit tante Linda lors d'une de nos conversations. Elle y travaille depuis des mois. Elle peut toujours essayer, mais je ne suis pas obligé de la lire. Catherine, ils ont tous changé. Ils suivent une thérapie familiale et thérapie individuelle. Ils essaient de comprendre ce qu'ils ont fait de mal. J'ai ressenti une étincelle de quelque chose. Pas tout à fait de la satisfaction, mais une forme de justification. Ils prenaient enfin la responsabilité de leur comportement, mais seulement après m'avoir complètement perdu. Je suis contente qu'ils se fassent aider, tante Linda. Mais ça ne change rien à ce qu'ils m'ont fait pendant 32 ans. La 3e année a apporté encore plus de preuves de la désintégration de ma famille. Par l'intermédiaire de tante Linda, j'ai appris que la relation entre Jessica et Amanda s'était détériorée au point qu'elles pouvaient à peine être dans la même pièce. Sans moi pour leur servir de cible et de tampon mutuel, les vieilles rancœurs et compétitions avaient refait surface avec une vengeance. Jessica a accusé Amanda de ne jamais grandir et de ne jamais prendre ses responsabilités, a rapporté tante Linda lors d'une de nos conversations, et Amanda a répliqué que Jessica avait toujours été une perfectionniste autoritaire qui méprisait tout le monde. Ta mère a fini par pleurer à table parce qu'elle a dit que ça lui rappelait comment elle s'en prenait à toi, sauf que maintenant elle le faisait l'une à l'autre. La justice poétique de ce moment ne m'a pas échappé. Elle vivait enfin ce qu'elle m'avait fait subir, se trouvant à leur tour victime de la cruauté désinvolte de leur famille. La différence, c'est qu'elles avaient l'une l'autre avec qui se battre, alors que j'avais toujours affronté seul leur front uni. Ton père a apparemment essayé de jouer les pacificateurs, a poursuivi tante Linda, mais il n'a pas ton don pour arranger les choses. Il n'a fait qu'empirer la situation en leur disant qu'elles étaient toutes les deux puériles. J'en ai presque ri. Papa n'était jamais intervenu lorsque mes sœurs étaient cruelles avec moi. Mais maintenant que leur comportement perturbait sa tranquillité, il se souciait soudainement des comportements puérils. Le détail le plus révélateur est venu d'une source inattendue, Emma, la fille de Jessica, qui avait maintenant 16 ans et avait trouvé d'une manière ou d'une autre les coordonnées de mon école en ligne. Elle a envoyé une lettre soigneusement rédigée à mon bureau qui m'a brisé le cœur et a validé chaque décision que j'avais prise. Chère tante Catherine, écrivait-elle, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais je suis Emma, la fille de Jessica. J'ai trouvé votre école en ligne et j'espère qu'ils pourront vous transmettre ceci. J'espère que ça ne vous dérange pas que je vous écrive. Je voulais que vous sachiez que j'ai toujours pensé que vous étiez cool, et je ne comprends pas pourquoi tout le monde dans notre famille vous a maltraité. Maman et tante Amanda se disputent tout le temps maintenant, et grand-mère pleure beaucoup. Maman essaie toujours de vous trouver mais ne sait pas comment faire. Je voulais juste que vous sachiez que tout le monde dans la famille ne pensait pas que vous méritiez la façon dont ils vous traitaient. J'espère que vous êtes heureuse où que vous soyez. J'ai fixé cette lettre pendant des heures. Emma n'était qu'une enfant lors de la plupart des réunions de famille où j'avais été ignoré et ridiculisé, mais même elle avait remarqué la dynamique. Même une adolescente pouvait voir ce que les adultes de ma famille avaient refusé de reconnaître pendant des décennies. J'ai répondu par l'intermédiaire de l'école, la remerciant pour sa gentillesse et lui disant que j'étais en effet très heureuse. Je l'ai encouragée à se concentrer sur ses propres objectifs et rêves et à se rappeler qu'elle méritait d'être traitée avec respect et gentillesse. Je n'ai pas dénigré sa mère ou sa tante, mais j'espérais qu'elle intérioriserait le message sur l'estime de soi. La conversation avec Emma a déclenché quelque chose en moi, une prise de conscience que ma disparition n'affectait pas seulement mes parents et mes sœurs, mais aussi la génération suivante. Emma grandissait en voyant les adultes de sa famille faire face aux conséquences de leur cruauté émotionnelle et, espérons-le, en tirer des leçons sur la façon de ne pas traiter les gens. À peu près à la même époque, Madame Patterson m'a envoyé une autre lettre avec des nouvelles intéressantes. Elle était apparemment devenue une sorte de plaque tournante des commérages du quartier,
et ma famille semblait se confier régulièrement à elle. Votre sœur Amanda a traversé une période difficile, écrivait-elle. Je l'ai vue à l'épicerie la semaine dernière, et elle avait l'air assez maigre et fatiguée. Elle a mentionné qu'elle voyait un conseiller et faisait beaucoup de travail intérieur, comme elle l'appelait. Elle m'a de nouveau demandé si j'avais eu de vos nouvelles, et quand j'ai dit non, elle s'est mise à pleurer en plein milieu du rayon des fruits et légumes. Elle a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi à la façon dont elle vous avait traité en grandissant, et qu'elle aimerait pouvoir tout effacer. Les lettres de Madame Patterson ont continué au cours des mois suivants, chacune fournissant plus de preuves des difficultés continues de ma famille avec mon absence. La thérapie d'Amanda semblait l'aider à réaliser l'étendue des dégâts qu'elle avait causés, mais la prise de conscience la dévastait clairement. Elle a demandé à votre mère de lui donner vos anciennes affaires de votre chambre, disait une mise à jour. Votre mère a dit qu'Amanda s'asseyait simplement là, à regarder vos vieux livres et vos cahiers d'école, en pleurant. C'est assez déchirant à voir, vraiment. Cela aurait été gratifiant si ce n'était pas si frustrant. Où était ce remords quand j'en avais besoin? Où était cette conscience émotionnelle quand j'avais 12 ans, croyant que je pourrais être adopté parce que mes propres sœurs m'avaient convaincu que je n'étais pas à ma place? Mais la lettre la plus révélatrice est arrivée environ 2 ans après qu'Emma m'ait contacté pour la première fois. J'ai croisé Amanda au café hier, et elle a l'air beaucoup mieux, plus saine, plus soignée. Elle a apparemment trouvé un travail dans un centre local d'art-thérapie et semble bien s'en sortir. Mais quand j'ai mentionné à quel point c'était agréable de la voir s'épanouir, elle est devenue très triste et a dit que son plus grand regret était de ne pas pouvoir partager ses progrès avec vous. Elle a dit qu'elle avait tant appris sur elle-même et sur les dégâts que des paroles cruelles peuvent causer, mais qu'elle sait qu'il est trop tard pour se faire pardonner. Elle a dit qu'elle comprenait maintenant que certaines personnes quittent nos vies parce que nous les avons trop profondément blessées, et que parfois, la chose la plus aimante à faire est de les laisser partir. En lisant cela, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. Il y avait la validation de savoir qu'Amanda comprenait enfin l'impact de son comportement, mais il y avait aussi de la tristesse pour la relation que nous aurions pu avoir si elle avait été capable de ce niveau d'introspection des années plus tôt. J'ai partagé la lettre de Madame Patterson avec ma thérapeute lors de notre séance suivante. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre parler de sa croissance de manière indirecte comme ça? A demandé le docteur Martinez. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est un peu trop peu, et trop tard, ai-je dit après y avoir réfléchi. Je suis contente qu'elle travaille sur elle-même, mais ça ne change rien à ce qu'elle m'a fait pendant 32 ans. 4, 5, 6, 7. À quoi ressemblerait le vrai travail, selon vous? Je ne sais pas. Peut-être se concentrer sur le fait d'être une meilleure personne pour les gens qui sont actuellement dans sa vie au lieu de pleurer la relation qu'elle a détruite avec moi. Peut-être apprendre à traiter les autres avec gentillesse et respect au lieu de les utiliser comme des punching balls émotionnels. Le docteur Martinez a hoché la tête. On dirait que vous êtes clair sur vos limites et réaliste sur ce que ces publications signifient ou non pour votre propre guérison. J'étais clair sur mes limites. Et alors que ma nouvelle vie continuait de s'épanouir, je me suis surprise à penser de moins en moins à ma famille. Je construisais quelque chose de beau et de significatif, entouré de gens qui me valorisaient pour qui j'étais plutôt que de me tolérer par obligation. J'ai rencontré David lors de ma 5e année à Seattle. C'était un bibliothécaire avec un sens de l'humour doux et une véritable appréciation pour la littérature. Il trouvait mes histoires sur mes élèves fascinantes plutôt qu'ennuyeuses. Il écoutait quand je parlais de mon travail, posait des questions réfléchies et célébrait mes succès avec une fierté sincère. Quand je lui ai parlé de ma situation familiale, il a été compréhensif mais pas insistant. « Est-ce qu'il te manque ?» a-t-il demandé. L'idée d'avoir une famille aimante me manque, ai-je admis. Mais la réalité de la façon dont il me traitait ne me manque pas, c'est logique. Tu peux faire le deuil de la famille que tu aurais dû avoir tout en te protégeant de la famille que tu as réellement eue. David me comprenait d'une manière que ma famille biologique n'avait jamais fait. Lorsque nous nous sommes fiancés après 3 ans ensemble, j'ai réalisé que j'étais sur le point d'avoir le mariage dont j'avais toujours rêvé, entouré de gens qui m'aimaient et me soutenaient vraiment. Par l'intermédiaire de tante Linda, j'ai appris que ma famille avait appris mes fiançailles par une connaissance commune qui avait vu l'annonce dans le journal de Seattle. Maman s'était apparemment enfermée dans sa chambre et avait pleuré pendant 3 jours. Elle n'arrête pas de dire qu'elle ne te verra jamais en robe de mariée, ne rencontrera jamais tes enfants, ne pourra jamais arranger les choses, a rapporté tante Linda. J'ai ressenti une pointe de quelque chose. Pas exactement de la tristesse, mais une sorte de douleur creuse pour ce qui aurait pu être. S'il m'avait traité avec amour et respect depuis le début, maman aurait été la première personne que j'aurais appelée avec la nouvelle de mes fiançailles.
Elle m'aurait aidé à planifier le mariage, se serait souciée des détails, aurait pleuré des larmes de joie quand j'aurais descendu l'allée. Mais ce n'était pas la relation que nous avions jamais eue, et il était trop tard pour la construire maintenant. Le mariage a été magnifique. Mes amis de randonnée étaient mes demoiselles d'honneur. Mes collègues de département sont venus et ont célébré avec une joie sincère. La famille de David m'a accueilli chaleureusement, et j'ai enfin compris ce que c'était que de faire partie d'un système familial aimant et solidaire. En descendant l'allée, j'ai brièvement pensé aux chaises vides où mes parents et mes sœurs auraient dû être assis. Mais la pensée a été fugace, remplacée par la gratitude pour toutes les personnes qui étaient là, qui avaient choisi de m'aimer et de célébrer ce moment avec moi. Après la lune de miel, David et moi nous sommes installés dans la vie conjugale. J'ai continué mon travail de proviseur et j'ai terminé mon master en direction d'établissement scolaire. David a été promu bibliothécaire en chef. Nous avons acheté une maison, adopté 2 chiens de refuge et commencé à parler d'enfants. La vie était belle. La vie était meilleure que je ne l'avais jamais imaginé. C'est 8 ans après le dîner que la lettre est finalement arrivée. J'ai failli la jeter sans la lire. L'adresse de l'expéditeur était la maison de mon enfance, l'écriture celle, familière, de ma mère. Mais David m'a encouragé à au moins voir ce qu'elle avait à dire. La lettre faisait 12 pages, manuscrite sur le beau papier à lettres de maman. C'était une excuse, mais pas le genre d'excuse superficielle et pleine de justifications que j'aurais pu attendre. C'était brut, honnête et dévastateur dans sa prise de conscience. Elle a écrit sur la façon dont elle avait échoué en tant que mère, comment elle avait laissé mes sœurs me harceler sans conséquence, comment elle avait minimisé mes sentiments et ignoré mes besoins. Elle a reconnu qu'elle avait fait des préférences, qu'elle avait été si concentrée sur la gestion de l'intensité de Jessica et du besoin d'attention d'Amanda qu'elle avait négligé la fille qui ne demandait jamais d'attention. Elle a parlé des séances de thérapie où elle avait été forcée de faire face à ses propres traumatismes d'enfance, comment sa propre mère l'avait ignorée au profit de ses frères et sœurs plus exigeants, et comment elle avait inconsciemment perpétué ce schéma avec ses propres enfants. Elle a parlé de la culpabilité de papa, de la façon dont il avait réalisé qu'il avait été un complice passif de la dynamique familiale, ne me protégeant pas quand il aurait dû intervenir. Elle a parlé du choc de Jessica lorsque le thérapeute l'a aidé à comprendre comment sa nature compétitive avait contribué à ma marginalisation, et de la reconnaissance progressive d'Amanda que ses blagues avaient été cruelles plutôt qu'inoffensives. Plus important encore, elle a écrit à quel point je leur manquais à tous, non seulement en tant que médiatrice familiale et soignante, mais en tant que personne. Elle a partagé des souvenirs spécifiques que j'avais oubliés, comment je l'avais réconfortée après la mort de son père, comment j'avais aidé Jessica à étudier pour l'examen du barreau, comment j'avais encouragé Amanda pendant sa période de dépression la plus sombre. Nous ne t'avons pas valorisé quand nous t'avions, écrivait-elle. Nous t'avons prise pour acquise, t'avons traité comme si tu étais moins importante que tes sœurs, et avons permis une culture familiale où te faire du mal était acceptable. Je comprends maintenant pourquoi tu es partie, et je ne t'en veux pas. Tu mérites mieux que ce que nous t'avons donné. La lettre se terminait par une simple demande. Je n'attends pas de pardon, et je n'attends pas que tu reviennes. Je veux juste que tu saches que nous t'aimons. Nous sommes désolés, et nous comprenons que nous avons perdu le droit de faire partie de ta vie. Si jamais tu décides de vouloir reprendre contact avec nous, nous serons là. Sinon, nous respecterons cela aussi. J'avais juste besoin que tu saches qu'Amanda avait tort. Nous sommes tous incroyablement reconnaissants que tu sois né, et nous sommes désolés qu'il ait fallu te perdre pour nous en rendre compte. J'ai pleuré en lisant cette lettre. Pas des larmes de réconciliation ou de pardon, mais des larmes de deuil pour la relation que nous n'avions jamais eue et que nous n'aurions jamais. David m'a tenu dans ses bras pendant que je pleurais, et nous avons parlé tard dans la nuit de ce que la lettre signifiait et de ce que je ressentais. Veux-tu renouer avec eux, a-t-il demandé. Une partie de moi le veut, ai-je admis. Mais je ne suis plus la même personne qui a quitté cette table de dîner il y a 8 ans. J'ai construit une vie ici avec des gens qui me valorisent. Je ne peux pas redevenir le bouc émissaire de la famille, même s'ils promettent de faire mieux. Tu n'as pas à prendre de décision tout de suite, a dit doucement David. Tu peux garder ça en toi aussi longtemps que tu en as besoin. Au cours des semaines suivantes, je me suis surprise à penser à ma famille plus que je ne l'avais fait depuis des années. La lettre avait ouvert une brèche en moi, pas un désir de réconciliation exactement, mais une sorte de clôture dont je ne savais pas que j'avais besoin. J'en ai parlé à ma thérapeute. Oui, j'avais commencé une thérapie aussi, pour m'aider à traiter mes expériences d'enfance et à construire des schémas relationnels plus sains.
Elle m'a aidé à comprendre que je pouvais reconnaître leur croissance et leurs excuses tout en maintenant mes limites. Finalement, j'ai décidé de répondre, non pas pour me réconcilier, mais pour clore ce chapitre correctement. Ma lettre était beaucoup plus courte que celle de maman. Je les remerciais pour les excuses et j'ai reconnu le travail qu'ils avaient tous fait pour comprendre leur comportement. Je lui ai dit que j'étais fier d'eux d'avoir cherché de l'aide et que j'espérais qu'ils continueraient à construire des relations plus saines entre eux. Mais j'ai aussi clairement indiqué que trop de mal avait été fait pour que nous puissions avoir une relation maintenant. J'avais construit une nouvelle vie, trouvé ma propre famille et appris à me valoriser d'une manière qu'ils ne m'avaient jamais apprise. Je n'étais plus en colère, mais je n'étais pas non plus intéressé à faire marche arrière. Je vous pardonne, ai-je écrit, mais le pardon ne signifie pas la réconciliation. J'espère que vous pourrez comprendre que parfois, aimer quelqu'un signifie le laisser partir. J'ai envoyé la lettre et j'ai senti un poids que je ne savais pas que je portais enfin se lever de mes épaules. C'était il y a 3 ans. J'ai 41 ans maintenant, toujours heureusement mariée à David, toujours amoureuse de ma carrière de proviseur, toujours entourée de gens qui m'apprécient pour qui je suis. Nous avons eu notre premier bébé il y a 18 mois, une magnifique fille que nous avons nommée Espérance. Parfois, je me demande ce que ce serait si ma famille pouvait la rencontrer, si elle pouvait avoir des grands-parents et des tantes qui l'aimaient. Mais ensuite, je me souviens qu'elle grandira en sachant qu'elle est valorisée, en sachant que sa voix compte, en sachant qu'elle mérite d'être traitée avec respect et gentillesse. Elle ne se demandera jamais si elle est à sa place ou ne doutera de sa valeur à cause de cruelles blagues familiales. Cela vaut plus que n'importe quelle relation avec des gens qui n'ont appris à me valoriser qu'après mon départ. Amanda avait tort ce soir-là, il y a 11 ans, quand elle a dit qu'elle aurait souhaité que je ne sois jamais né. Je suis né, et j'ai compté, et je méritais mieux que ce qu'ils m'ont donné. Il m'a juste fallu 32 ans et une réplique parfaitement délivrée pour le réaliser. Ils pensaient que la blague était sur moi quand tout le monde a ri à cette table de dîner, mais la vraie blague était pour eux. Ils ont perdu la meilleure fille qu'ils avaient, et ils ne s'en sont rendus compte que lorsqu'il était trop tard. J'ai quitté cette salle à manger, et je n'ai jamais regardé en arrière.